Merci d'être avec nous, Laurent Wauquiez. Soyez le bienvenu. Merci. Avez-vous regardé le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe ? J'ai regardé avec attention les éléments, j'ai regardé aussi la tonalité du discours et je pense qu'on va en parler de façon plus précise. Voilà ce qu'il a notamment indiqué sur ses projets pour une Europe de la défense. On l'écoute. Je propose ainsi à nos partenaires d'accueillir dans nos armées nationales, et j'ouvre cette initiative dans les armées françaises, des militaires venant de tous les pays européens volontaires pour participer, le plus en amont possible, à nos travaux d'anticipation, de renseignement, de planification et de soutien aux opérations. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Alors sur cette proposition, parce que c'est une de celles qu'on retient, est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne crois pas. Et je vais être très clair dessus. Je crois profondément à l'ambition européenne. Et je pense qu'il y a des domaines où on a besoin de plus d'Europe. On en parlera sans doute dans le domaine de la recherche, dans le domaine des infrastructures européennes par exemple. Mais je ne pense pas qu'il y ait un avenir à vouloir faire une armée européenne. Pourquoi ? Je pense même que c'est une profonde impasse. Parce que je pense que c'est un sujet éminemment régalien, qu'un pays comme la France a besoin d'une armée nationale, qu'on a besoin de pouvoir défendre nos intérêts stratégiques et au fond ce qu'est la défense du territoire national. Et autant je crois à la possibilité d'une coopération européenne, je crois au fait qu'on peut faire des coopérations entre l'armée allemande, l'armée française, l'armée britannique, les trois grandes armées européennes. Mais je ne crois pas, et je refuserai cette ligne, à l'avenir d'une armée européenne qui se substituerait à l'armée française. Au nom de la souveraineté française, donc ? Oui, parce que je pense qu'il y a des domaines où j'ai envie que l'Europe aille plus loin. Des domaines où je pense qu'on doit faire progresser une vision de coopération européenne, un souffle européen, une ambition. Et il y a des domaines où il faut être lucide, je pense que ça ne marche pas. Et je pense que dans le régalien, ce n'est pas le domaine naturel pour une vision fédéraliste européenne. On le voit sur l'armée, et on le voit en réalité aussi sur des sujets comme migratoires, la politique des hauts frontières, où l'Europe a beaucoup de mal. Et je pense qu'il y a parfois... Sur ce domaine-là non plus, vous n'êtes pas favorable à plus d'intégration européenne sur la politique face aux migrants ? En tout cas, ce que je constate, c'est que ça ne marche pas. Et ce qui est parfois frappant dans l'approche européenne, c'est qu'au fond, on veut à tout prix aller à marche forcée dans tous les domaines vers plus d'intégration européenne. Et je pense qu'à l'arrivée, le danger, c'est de récolter des échecs. Oui, plus d'intégration européenne sur la recherche. Oui, des enjeux sur les infrastructures européennes, sur lesquels le discours est très silencieux. Mais l'Europe de la défense, je pense que ça n'est pas la voie prioritaire. Globalement, la ligne de force du discours d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'il faut une Europe à plusieurs vitesses. On ne peut pas avancer à 28, il faut avancer par cercle concentrique. Toutes les expressions ont été employées là-dessus. Vous-même, il y a quelques années, dans votre livre, Europe, tout doit changer, vous étiez l'avocat d'une Europe à plusieurs vitesses. Est-ce que vous approuvez Emmanuel Macron là-dessus ? Ça fait maintenant plusieurs années que je plaide pour ça. J'ai souvent été très critiqué et attaqué sur cette ligne. Vous me faites sourire parce que vous m'avez rajouté un petit sous-titre sympathique en me mettant Laurent Wauquiez, la droite dure. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, vous savez que c'est une des questions que se posent vos propres concurrents sur vous-même. Ça me fait sourire. C'est qu'à l'époque, quand j'ai posé ce débat sur la table de l'Europe à plusieurs vitesses, on a dit au secours, c'est une approche anti-européenne. Pas du tout. Je pense que c'est la seule voie de salut pour l'Europe. Donc vous approuvez là-dessus ? Sur cette dimension-là, j'approuve. Et ça fait même 3 ans que je trouve qu'on a perdu en la matière. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? 27 pays autour de la table. Hier, 28. On a du mal à discuter. On n'arrive plus à s'entendre. Les gens n'attendent plus la même chose. Et donc, il faut en tirer acte. Il y a des domaines où on peut aller plus loin avec un certain nombre de pays. Plus d'intégration sur les règles sociales, sur les règles du droit du travail. Et puis, il y a des domaines où, à 27, ça doit rester une zone de libre-échange, mais on n'arrivera pas à aller plus loin. Et donc, c'est la seule issue en la matière. Et d'ailleurs, si vous me permettez, Édouard Balladur avait plaidé dès 1993 pour cette théorie, et je pense que sans doute on a perdu beaucoup de temps en la matière. Là encore,
il faut qu'on retrouve cette liberté de discours sur l'Europe consistant à dire on peut être européen et considérer qu'il y a des choses à changer en Europe. Et je pense qu'une des erreurs, et on y viendra sur le reste du discours, c'est que la meilleure approche sur l'Europe, c'est pas d'être le ravi de la crèche. Vous trouvez qu'il ait fait preuve de naïveté, Emmanuel Macron, globalement? Moi, ce qui me marque beaucoup dans ce discours, puisque vous vous interrogez sur, au fond, qu'est-ce qui reste, c'est que c'est principalement un catalogue de bonnes intentions. C'est une vision, quand même. Je ne l'ai pas vu. Avec qu'on peut partager ou pas. Je ne l'ai pas vu. Sur cette Europe à plusieurs vitesses. Je trouve que, principalement, on a affaire à un discours qui est du vent. De la communication, mais il n'y a pas le début de l'esquisse, du commencement, de la moindre réalisation concrète. Quand? Comment? Avec qui? Il donne rendez-vous au printemps, à l'hiver déjà, pour un traité de l'Élysée, avec ceux qui seront intéressés pour entamer les discussions. Il évoque des questionnaires, une démarche. Il parle de 2018. Monsieur Pujadas, je fixe avec vous le pari. On relèvera les compteurs dans 2 ans et on verra qu'est-ce qui concrètement aura été mis en place et qu'est-ce qui aura eu un impact dans la vie des Français et dans le dynamisme de notre pays. Qu'est-ce qui me frappe, moi? C'est la fin de non-recevoir quasi immédiate, certes polie, mais extrêmement ferme d'Angela Merkel. Et qui a répondu quoi à M. Macron? Mon jeune ami, avant de faire un discours, on commence par travailler. Et au fond, on a là, et je pense que c'est le principal point faible du président, on a de l'affichage, on a de la communication, on a des bonnes intentions, mais rien n'a été préparé en amont sérieusement, ni avec l'Allemagne, ni avec des partenaires qui seraient prêts à avancer avec nous. Je crains qu'à l'arrivée, il y ait peu de fruits positifs et tangibles. Alors un mot sur la scène nationale cette fois et sur ce qui est le grand sujet de cet automne, la loi sur le code du travail. Vous-même vous dites « je suis le candidat des classes moyennes, je suis le candidat de ceux qui travaillent ». Est-ce que vous vous reconnaissez en Emmanuel Macron? On l'écoute, lui aussi. Le projet est un projet qui se fonde sur le travail, parce qu'il n'est d'émancipation que dans le travail et par le travail. Application concrète, on donne du pouvoir d'achat, non pas par l'impôt ou par l'assistance, mais en diminuant les charges pour ceux qui travaillent, ce qui fait augmenter le salaire net, en échange d'une augmentation de la CSG. Donc on prend à tout le monde pour donner à ceux qui travaillent. Vous auriez pu le faire? Vous me permettez juste d'abord une petite remarque, 2 secondes en arrière et on reviendra dessus. Dans le discours sur l'Europe, il n'y a pas quelque chose qui vous a frappé? C'est l'Europe des taxes et des impôts. Macron, vous parlez d'impôts, a proposé de le faire avec l'impôt sur les sociétés, une taxe sur le carbone, une taxe sur le numérique, une taxe sur les transactions financières. Sur les GAFA qui payent très peu d'impôts sur le territoire. Très bien, et pas que. Taxe sur le carbone, taxe financière, taxe sur les sociétés. J'ai été très frappé de voir, puisque vous m'interrogez sur cette vision du travail, la quasi-obsession fiscale du discours européen d'Emmanuel Macron. Et on l'évoquait, peu de projets, pas une Europe des projets, mais une Europe de la fiscalité et des impôts. Si maintenant on en revient, parce que avec ce président de la République, la communication est reine. Les convictions sont plus compliquées à trouver. Sur le travail, moi j'ai un point de rendez-vous très simple qui sera demain dans le budget. Est-ce que oui ou non, les charges sur le coût du travail baissent? Or, tel que c'est prévu, notamment sur le changement du CICE, les charges pour les entreprises, quand elles embauchent quelqu'un, ne baisseront pas, elles vont même augmenter. Alors les charges salariales, assurance maladie, chômage, vont être supprimées sur la fiche de paye du salarié. Attention, la question que je pose, et votre question est très précise, vous voulez revaloriser le travail. Moi je crois à cela. Je veux que les Républicains soient le parti qui défend la France qui travaille, celle qui entreprend, celle qui prend des risques. Vous voulez le faire, il ne faut pas que, quand vous embauchez quelqu'un, vous soyez assommé de charges. Et c'est beaucoup plus important que les quelques mesures techniques qui sont prises sur le Code du travail. La première question, quand un employeur embauche quelqu'un, c'est est-ce que j'arrive à avoir un seuil de rentabilité? Est-ce qu'elles ne vont pas baisser, donc là, les charges salariales? Eh bien, c'est le point de rendez-vous que je vous fixe demain. Et je crains que pour les entreprises, ce soit en partie la douche froide. Parce que la question simple posée, est-ce que le coût du travail va baisser ou est-ce que le coût du travail va augmenter quand j'embauche quelqu'un? Je crains que la réponse ne soit négative demain. Une question sur votre positionnement. On a effectivement sous-titré la droite dure parce que c'est la question que tout le monde se pose. Fabien Amias vous en parlera aussi dans un instant. Mais vous avez toujours dit, il y a une ligne que je ne franchis pas, c'est celle du dialogue avec le Front National. Robert Ménard était notre invité il y a quelques jours. Écoutez, il a une version un peu différente.
Quand Wauquiez, tu lui poses la question, il te dit horreur, c'est facho, je vais quand même pas m'asseoir à côté de ce qui dit exactement le contraire en privé. Mais enfin, passons. Ah bon? Mais bien Il vous l'a dit à vous? Non, mais pas à moi, mais à ses copains qui m'appellent et qui il sait bien Wauquiez qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'il s'asseye à des gens comme moi. Vous croyez vraiment qu'on incarne le fascisme en France? Enfin, personne ne le pense sérieusement. Il y a un discours en public et un discours en privé, Laurent Wauquiez? Aucun. Je n'ai d'ailleurs jamais eu le moindre entretien de quoi que ce soit avec M. Ménard. Jamais. Ni personne d'autre du Front National, ni proche du Front National? Mais j'adore cette espèce de non, mais c'est une question, parce qu'on entend Robert Ménard en parler. D'inquisition. Ma réponse est d'une limpidité totale. Je n'ai jamais eu le moindre entretien, la moindre discussion, la moindre alliance avec des élus du Front National, et je n'en aurai jamais. Ça ne change pas la donne, le fait que le Front National se divise avec le départ de Florian Philippot? Non, parce que je vais vous dire ce que je crois profondément. Je crois profondément qu'aujourd'hui, en France, les meilleurs alliés du Front National sont ceux qui plaident pour une droite qui ne dit rien, pour une droite qui abandonne au Front National un certain nombre de thèmes, pour une droite qui n'a plus le courage de ses idées et de ses convictions. Et je pense que la meilleure opposition, le meilleur opposant au Front National, c'est le projet que je porte. Une droite claire. Vous me faites sourire quand vous mettez la droite dure, parce qu'au fond, pour toute une série des gens, être de droite, c'est déjà être la droite dure. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, droite dure, droite molle, droite humaniste. Je veux juste une chose, c'est que la droite soit de droite. Et ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que la droite n'est pas de droite, les gens vont en direction de l'extrême droite. Est-ce que la leçon de l'élection allemande n'a pas été suffisamment claire? Qu'est-ce qui a fait monter l'extrême droite en Allemagne? C'est au fond l'approche d'Angela Merkel, qui sur les sujets d'immigration a mis un cap qui n'était clairement pas celui qui était attendu de la part de la droite allemande. Eh bien moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse ramener à nous les gens qui ont voté en direction du FN. Et là, par contre, je suis d'accord. Mon sujet n'est pas de dire que ce sont des fascistes. Ce ne sont pas des fascistes. Ce sont des gens qu'on a déçus. Et je veux que de la même manière, on puisse ramener à nous les gens que nous avons déçus et qui sont allés voter pour Macron. Au fond, sur un projet simple, une droite claire, très sereine, mais très déterminée. Fabien Amias nous rejoint. Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir David. C'est à vous. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir Monsieur Namias. En ce moment, Alstom réunit son conseil d'administration pour étudier le rapprochement avec l'allemand Siemens sur l'opportunité de bâtir un géant européen du rail. Alors, c'est une chance pour l'Europe, ou est-ce qu'on est en train de transférer un joyau industriel à l'Allemagne? D'abord, regardons les choses très simplement. 1. Y avait-il urgence? Non. Alstom a 2 milliards de cash en trésorerie. 2. Est-ce que dans ce projet, il y a la moindre garantie crédible pour l'emploi ou les projets en France? Aucune. Siemens sera majoritaire et fera ce qu'il veut d'Alstom. Le gouvernement a dit cet après-midi par la voix de Benjamin Griveaux à l'Assemblée nationale que justement les questions d'emploi seraient regardées de très près. C'est de la roupie de Sansonnet. Il n'y a rien. Et il n'y a aucune garantie. Siemens devient demain majoritaire et fait ce qu'il veut de l'emploi chez Alstom. Donc c'est un mauvais projet. Attendez, je vais venir au point. 3. Est-ce qu'on est allé explorer les meilleurs deals possibles? Bien sûr que non. On s'est offert à Siemens sans même essayer de faire monter les enchères, par exemple, en essayant de jouer d'une proposition alternative qui aurait été une alliance stratégique avec Bombardier. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas un géant ferroviaire européen. C'est Siemens qui rachète Alstom. C'est l'Allemagne qui rachète la France et M. Macron nous brade. Et pour moi, le contraste est quand même saisissant. Je me permets de le relever. Nicolas Sarkozy avait sauvé Alstom. Emmanuel Macron brade Alstom. Le contexte n'était pas le même. Alstom était au bord de la faillite, il avait pratiqué une nationalisation temporaire. Vous avez raison. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous pensez Namias, que l'État devrait lever son option, racheter les parts qu'il peut détenir? Vous avez parfaitement raison. C'est d'autant plus, je dirais, choquant qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation d'urgence qui devrait nous amener à nous jeter dans les bras de Siemens sans même avoir cherché à obtenir le meilleur accord. Urgent de ne rien faire. C'est pas ce que je dis. Moi, parce que j'aime bien que l'opposition que je porte soit aussi une opposition constructive. Je dis clairement à l'État, exercez votre option d'achat sur les parts de Bouygues. Prenez des positions d'actionnaires à l'intérieur du projet Alstom-Siemens, parce que alors, et alors seulement, on pourra croire au fait qu'il y a derrière une vraie stratégie industrielle. Sinon, on se fait juste racheter
et Emmanuel Macron livre Alstom à Siemens. Les Allemands ne sont pas nos partenaires? Le sujet n'est pas qu'ils soient nos partenaires. On peut évidemment construire un projet. Mais là, ce n'est pas un projet qui est équilibré. C'est un projet qui, en plus, a été une vente à la découpe dans lequel le président de la République a une lourde responsabilité. Je rappelle que l'affaiblissement d'Alstom vient de loin. C'est Emmanuel Macron qui, ministre de l'économie, a mis en place cette opération déjà en cédant les activités énergétiques à GE. Et aujourd'hui, on a la deuxième étape où on nous dit « Ah mais maintenant, Alstom est trop fragile, on est obligé de le brader ». Je suis très choqué en plus que tout ceci se fasse à la sauvette, à quelques jours d'une modification sur les différents droits et options dont bénéficie l'État. Donc je le redis, que l'État exerce ses options d'achat, qu'il se donne les moyens d'accompagner un vrai projet industriel qui là aurait de la cohérence. Message. Là, en l'état, c'est juste vendre Alstom aux Allemands. Message envoyé au gouvernement. Autre texte important qui se discute en ce moment à l'Assemblée nationale, celui sur la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme. J'ai retrouvé un tweet que vous aviez posté en 2016 dans lequel vous disiez, Laurent Wauquiez, « Je demande l'internement des fichiers S et de ceux qui reviennent du djihad ». Est-ce à dire que c'est ce que le gouvernement devrait faire aujourd'hui, qu'il faudra aller plus loin que la simple intégration des mesures de l'état d'urgence dans la loi? D'abord, la première chose pour moi qui est très claire, c'est que la lutte contre le terrorisme n'est pas gagnée. Et que tant qu'elle n'est pas gagnée, il ne faut pas désarmer. Je regarde ce que propose le gouvernement. Il propose donc de sortir de la loi d'état d'urgence pour basculer sur une loi classique de gestion de la sécurité des Français. En reprenant les termes de l'état d'urgence. Les perquisitions administratives, les fermetures temporaires de mosquées, le cas échéant. Très bien. Reprenons ces faits un par un, parce que j'aime que les choses soient précises. Perquisitions administratives. Elles ne seront plus possibles. Elles ne pourront être faites que dans un cadre judiciaire, ça n'est plus une perquisition administrative, avec la décision ou non d'un juge et la présence de l'avocat de la personne en cause. Je rappelle que les perquisitions administratives qui étaient permises par la loi d'état d'urgence ont réussi à faire la saisine de plus de 600 armes à feu. Dans ma région, on a saisi des bazookas. Et on va se priver de cet outil. Deuxième point que vous avez évoqué, la fermeture de mosquées. On ne pourra même plus fermer des mosquées qui prêchent la haine. Il faudra juste que, explicitement, un imam est appelé à un acte terroriste. Non mais, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ça s'appelle un peu prêcher la haine. Là, vous jouez un petit peu sur les mots. Et croyez-moi, les juges ne joueront pas sur les mots. Je voudrais encore donner une illustration. Laurent Wauquiez, pardon. On a envie de savoir si vous êtes toujours dans l'idée qu'il faut interner les fichiers S pour terrorisme. On a fait 7 propositions avec un certain nombre de députés de l'Assemblée nationale, notamment Éric Ciotti et Guillaume Larrivé, qui sont des experts reconnus sur ces questions, permettant non de sortir de l'état d'urgence, mais de le renforcer. Parmi ces 7 propositions, je maintiens cette revendication simple, qu'on puisse interner les terroristes avant le passage à l'acte, quand ils sont identifiés par nos services de renseignement comme étant extrêmement dangereux. Pardonnez-moi, mais on ne sait pas encore si ce sont des terroristes. C'est bien toute la difficulté du sujet. Et monsieur Namias, quelqu'un qui n'est pas passé à l'acte n'est par définition pas encore un terroriste. Et vous prenez le risque? Vous prenez le risque quand les services de renseignement vous disent « voilà quelqu'un qui va sur les réseaux Internet, qui est proche de ceux qui financent et qui alimentent le terrorisme, qui s'est renseigné sur les méthodes ». Vous voulez qu'on continue à attendre tous les fichiers S pour terrorisme? Pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai été très précis. Ce que je demande, c'est uniquement l'internement pour les fichiers S les plus radicalisés. Est-ce que c'est possible? On le fait en France pour les personnes qui sont classées comme étant parmi les fous. Et donc, on peut en France faire un internement administratif pour un fou et on ne pourrait pas le décider pour quelqu'un qui est un terroriste en puissance. Dernière question rapide. Je ne prends pas ça. Et réponse rapide, s'il vous plaît, Laurent Wauquiez. Oui, un mot sur l'un de vos concurrents politiques, mais qui n'est pas dans la course à la présidence des Républicains, Xavier Bertrand, qui a dit à plusieurs reprises que vous courriez derrière l'extrême droite. Question très simple, est-ce que vous regrettez qu'il ne soit pas candidat à la présidence des Républicains pour avoir un débat avec lui sur les lignes politiques qui vous opposent? Réponse très simple. Je n'ai pas de concurrent à l'intérieur de ma famille politique. Et je ne réponds à aucune polémique en la matière, parce que mon devoir... de bois, Laurent Wauquiez, mais qui est à l'inverse de la modernisation du discours politique que vous portez. Monsieur Namias, laissez-moi aller jusqu'au bout, vous verrez que vous ne serez pas déçus. Et je considère que mon devoir, c'est d'essayer de rassembler. Et je le pense profondément parce que les divisions ont tué la droite. Xavier Bertrand fait un superbe travail dans sa région des Hauts-de-France. Il a toute sa place dans notre famille politique.
Et moi, je dis clairement que je préfère que plutôt que de critiquer de l'extérieur, on s'implique à l'intérieur de notre famille. Je tends donc la main à Xavier, soit qu'il souhaite s'impliquer à l'intérieur du débat pour cette présidence des Républicains, soit qu'il souhaite s'investir ensuite à l'intérieur de notre famille. J'ai besoin de tout le monde pour reconstruire, et y compris de lui. Dernière question sur le mariage pour tous. Sur le mariage pour tous, absolument. Xavier Bertrand qui pourra vous répondre puisqu'il est invité d'LCI demain matin. Sur le mariage pour tous, vous avez déclaré dans Valeurs Actuelles récemment que vous souhaitiez revenir sur la loi Taubira parce que vous redoutez les extensions possibles sur la PMA, la GPA, etc. La question, elle est toute simple. Vous, êtes-vous favorable ou non au mariage homosexuel, tout simplement? Je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que je n'y étais pas favorable. J'ai toujours dit que je pensais qu'au moment du débat sur la loi Taubira, il aurait été beaucoup mieux et beaucoup plus rassembleur de partir sur la voie d'une union civile. Et j'ai toujours considéré qu'on pouvait à la fois marquer le respect pour des couples de même sexe, pour l'amour qu'ils incarnent et qui doit être respecté, et le faire sans pour autant aboutir à une déstructuration de la notion du mariage. Est-ce que dans votre projet, le mariage homosexuel restera possible? Juste, je prends acte du choix des Français et au fond, ce qu'ils ont exprimé aussi au moment de la présidentielle. On va avoir un président pendant 5 ans, et c'est normal. Ça veut dire que si votre question, et ma réponse sera là aussi toute simple, est-ce que dans 10 ans, je considère, au total 10 ans par rapport à la loi Taubira à peu près, je considère qu'on démarrera des couples qui se sont mariés? Évidemment que non. Mais est-ce qu'ils pourront encore continuer à se marier? Parce qu'il y a des mariés, mais il y a aussi continuer à se marier et à bénéficier de la loi française. J'ai été très clair là aussi. Je considère que le sujet, c'est la filiation. Le sujet pour moi, c'est la déstructuration de la filiation, potentiellement avec la GPA, la marchandisation du corps de la femme. Ce sujet-là a toujours été pour moi prioritaire. François Fillon a fixé ce qui était au fond l'orientation de notre famille politique. Le sujet là-dessus, c'est pas le mariage, le sujet, c'est la PMA et la GPA. Merci Laurent Wauquiez. J'ajoute juste un mot rapide. Je n'ai pas trouvé de réaction d'Angela Merkel au discours d'Emmanuel Macron. Ah si, je vous le confirme, et il est d'ailleurs repris, y compris par vos confrères du Figaro, qui ont repris les propos d'Angela Merkel, vous verrez. En tout cas, on n'a pas trouvé ça sur les agences de presse. Regardez on sur va peut-être regarder plus attentivement. Vous verrez que vous avez des collègues affûtés. Merci Laurent Wauquiez d'avoir répondu à nos questions. Merci Fabien, on vous retrouve à partir de 5h45 dans la belle matinale de Pascal de la Tour du Pin demain matin. Donc, l'info en plus reviendra demain. On était un peu pris par le temps. Merci, la rediffusion à 22h15. Tout de suite, Arlette Chabot et Hélène Lecomte. Merci, à demain.